Vous avez noté, c'est une nouvelle configuration. Il y a plein de nouveautés. Vous avez noté qu'il y a un nouvel horaire et qu'il y a même un nouvel intitulé. Donc, bon, vous le savez, les rencontres de savoir-faire maintenant, c'est plus les rencontres des gobelins, ce sont les rencontres des savoir-faire, mais au fond, c'est ce qui réunit les trois types de conférences qu'on a l'habitude de donner ici, organisées par le président du Mobilier National de la Manufacture des Gobelins, Hervé Lemoine, assisté et avec l'aide précieuse de Marc Bayard, qui est chargé du responsable de la programmation culturelle et scientifique, et qui malheureusement ni l'un ni l'autre ne peuvent être là ce soir, donc ils m'ont demandé de les excuser, ce que je fais bien volontiers, et sincèrement soyez certains qu'ils auraient souhaité être là, particulièrement pour accueillir Nicolas Salles. Donc c'est vrai que ces échanges sont quand même importants pour nous. Les trois lieux, vous le savez, c'est les arts de la table, que j'ai le plaisir maintenant d'animer depuis un certain temps, le design et la couleur, et puis l'ensemble des travaux liés à l'artisanat et à tout ce que l'on peut trouver ici dans cette belle manufacture des Gobelins, Mobilier National. Mais sans plus attendre, je me permets donc d'ouvrir cette nouvelle saison des rencontres des savoir-faire et de remercier donc Nicolas Salles, qu'on a le plaisir, je dirais aussi pour ce qui me concerne l'honneur d'accueillir ici. Et plutôt que de vous présenter l'ensemble de son pédigré, on va le faire dans le cadre d'une discussion et remonter un peu l'ensemble de ce dialogue qu'on pourra avoir, en partant du temps de l'innocence, l'enfance, et puis après le temps de l'apprentissage, comment devient-on chef. Après, comment on s'inscrit sur les traces d'Escoffier. Allez, je le dis, puisque Nicolas Salles a été élu par ses pairs président des disciples d'Escoffier international, mais on y reviendra par la suite. Donc comment on s'inscrit dans les traces de ce grand homme qui était Auguste Escoffier. On parlera d'un ouvrage un peu atypique qu'il a aussi publié récemment autour de Paris, et puis des projets qu'il mène en fonction des différents escapades qu'il peut avoir. Aujourd'hui, il est relativement nomade, mais comme tous les nomades, à un moment donné, ils ont besoin de se poser et donc d'être un peu plus sédentaires, et ce sera l'occasion de parler de ce projet aussi à la fin de notre conversation d'un peu moins d'une heure maintenant. Donc voilà, moi j'avais commencé par se disant, bon, c'est le... Comment dire, Paris d'abord, hein, comment Nicolas Salles, on a un peu travaillé ensemble avant pour préparer cette conversation. Et alors bon, moi j'ai noté que tu étais, peut-être, est-ce que tu te présenterais comme un parigot entre Montmartre, la rue des Martyrs et la rue Le Pic, qui moi est chère pour d'autres affaires, mais finalement ce triangle, c'est un triangle d'un Paris populaire, puis d'un Paris peut-être un peu canaille aussi, puis d'un Paris touristique. Donc comment, sans divulguer évidemment tout, comment vit-on au milieu des années 70, comment naît-on au milieu des années 70 dans ce Paris si particulier? Bonsoir à tous et à toutes. Déjà, je suis ravi et honoré d'être avec vous ce soir. Alors c'est un exercice que Pierre m'a convié ce soir, et j'ai été très honoré d'être ici parmi vous. C'est pas forcément ce que je maîtrise le mieux, hein. Forcément, la cuisine, les brigades, on en reparlera tout à l'heure, effectivement, avec Escoffier. Le mot brigade a un sens. C'est Auguste qui l'a initié, et aujourd'hui, nous, on ne fait que en fait, reprendre ce qui a été créé il y a bon nombre d'années. Oui, Paris, moi je suis né à Paris, je suis né vers ce quartier de Montmartre, rue des Martyrs, où j'ai fait toute ma jeunesse dans un quartier très différent, puisque c'est vrai que la rue Le Pic, rue des Martyrs, dans les années 70-72, c'est plus les mêmes ambiances aujourd'hui. Alors après, je suis né à Paris, mais j'ai beaucoup aussi vécu avec mes parents dans la banlieue parisienne. On va parler d'Aubervilliers, on va parler de Pantin, tous ces quartiers un petit peu très populaires. Très populaires. Voilà,
où il y avait une joie de vivre, il y avait des ambiances, il y avait des bars où les gens se retrouvaient, il y avait cette convivialité, ce partage, cette fraternité. Elle existe encore, heureusement, mais un petit peu différemment aujourd'hui. La cuisine, alors je vais venir tout de suite dans le sujet, puisque je suis là pour ça. La cuisine est venue un petit peu par le hasard, en fait. Moi, mon rêve, c'était pas de devenir cuisinier. C'était de gagner le Tour de France de vélo. Donc ça n'a rien à voir avec la cuisine. J'ai fait beaucoup de vélo durant ma jeunesse. Et puis à un moment donné, vers 16 ans, il a fallu que je fasse un choix. Et sport-études était un petit peu complexe dans l'organisation familiale. Donc ma conseillère d'orientation m'a dit: qu'est-ce que vous avez envie de faire? Bon, vous n'avez pas un niveau d'études très, très élevé, donc je pense que ça serait bien que vous puissiez plutôt faire un travail manuel peut-être, éventuellement. Et j'aimais bien manger, j'aimais bien partager. Mes grands-parents m'ont inculqué ce plaisir de la table à travers mes grands-parents étaient agriculteurs. Donc, c'est ça, moi j'avais vu qu'ils avaient une ferme. Ouais, il y avait une ferme en Mayenne. Non loin dans le 53, donc c'est quelqu'un qui connaisse la Mayenne, mais en tout cas entre Chemazé et Angers, Château-Gontier, tout ça, tous ces villages. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vélo là-bas, mais j'ai aussi partagé bon nombre de repas à travers les saisons. Donc ça m'a donné aussi une ADN de bien manger et de manger surtout des bons produits. Et je pense que ça m'a aidé par la suite d'avoir eu cette éducation, je dirais, du palais. Donc j'ai grandi à travers ça. À 16 ans, donc je m'oriente vers la cuisine. Petit restaurant à l'Écurie à Villemont, 93 bien sûr. Moi j'habitais à Pantin à l'époque, donc c'était pas très très loin, mais j'y allais quand même en vélo à cette époque-là déjà. Là, t'es pas inscrit en CFA Si, CFA, bien sûr, CFA, pardon, oui. Ah, mais Médéric. L'école, bon, j'en parle pas trop, mais c'est vrai que le CFA dans ces années-là, 1988, c'était un petit peu ceux qui n'avaient pas forcément réussi. En fait, on n'était pas forcément des bons élèves, mais en tout cas, on avait, pour certains, l'envie de pouvoir réussir. Et pouvoir réussir, alors la réussite c'est un grand mot, mais en tout cas de pouvoir essayer de trouver un métier qui nous corresponde. Alors bon nombre de mes collègues qui ont été avec moi à l'école ont abandonné ce métier, ont arrêté ou ont choisi une autre voie, parce que c'est forcément un métier qui demande beaucoup d'implication, il demande beaucoup de concessions, il faut savoir les accepter, il faut savoir être prêt pour ça. Comme beaucoup de métiers, hein, très certainement. La cuisine n'est pas une exception. Je pense que quand on est impliqué, on se donne à fond et parfois on passe à côté d'autres choses, mais en tout cas on s'enrichit aussi des autres. Moi j'ai eu la chance de rencontrer bon nombre de personnes qui m'ont mis sur les bonnes voies. Ça m'a beaucoup aidé. Donc mon parcours est assez fait de rencontres en fait, et à chaque fois j'ai été placé ou recommandé dans les restaurants. On va en parler étape par étape, pardon. Non mais peut-être je peux nous dire juste, moi j'ai retrouvé ça comme ça, mais alors tu me dis si c'est des étapes qui ont marqué, parce que ce qui est assez amusant, amusant et même très passionnant, c'est de voir que les recommandations, ce voyage que l'on va faire à travers ta formation, c'est aussi en fait un voyage dans l'histoire contemporaine de la gastronomie française. Et effectivement d'être placé, mais ça raconte elle-même une histoire, ça raconte des grandes figures de la cuisine française, et aussi des grands lieux, comme on va le voir étape par étape. Alors ça, ce petit café-bar-restaurant portugais avec Freddy Favreau, ça c'est le premier ancrage en fait, parce que Freddy, je suis toujours en contact avec Freddy, hein, il est toujours, aujourd'hui il est à Propriano en Corse, et il a une boutique qui s'appelle Tempifa en Corse. Si vous allez à Propriano, vous verrez. Bon, c'est un maître d'apprentissage qui avait 2 ans de plus que moi, donc quelque part il était aussi jeune que moi, mais il avait une façon de transmettre un petit peu autrement, différente. En tout cas pour moi, ça m'a mis tout de suite dans le droit chemin, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Une formation assez stricte. J'utiliserai quand même le mot très militaire, si on peut dire comme ça.
Donc les règles, l'exactitude, voilà. Et quand on est à 16 ans, eh ben, on n'est pas trop habitué à ça. Même si nos familles, nos grands-parents essayent de nous éduquer, le monde du travail est un petit peu différent qu'une éducation discipline extrême, familiale. là, d'un coup. Un petit peu, ouais. Ouais, un petit peu quand même. Ouais. Bon, ça a commencé comme ça. Ouais. C'était donc, bon, vous êtes restés amis, donc on est toujours en contact. C'était pas un trauma, mais on apprend. Je continue. Hein, le poste de commis, alors un commis, oui, c'est autre chose. Dans la hiérarchie de l'apprentissage, ça compte aussi avec David Frémondière. Ouais. Première étape, là, sur une vision un peu gastronomique, si on peut dire. J'ai travaillé dans des restaurants où c'était plutôt des restaurants, on va dire, accessibles, enfin, lisibles, clairs, assez populaires, pas forcément une cuisine. Aujourd'hui, on appelle ça de la haute gastronomie. À notre époque, on appelait ça de la gastronomie. Donc là, on commence effectivement à rentrer dans une cuisine où on ressent le mot brigade, on ressent un personnel de salle appliqué. On se dit, c'est un restaurant déjà où il faut mettre en francs. Alors moi, à l'époque, c'était en francs, mais il fallait déjà mettre un certain nombre d'argent pour pouvoir se payer ce type de restaurant-là. Pour moi, c'était un premier ancrage. Je découvrais un petit peu ce qu'allait être pour moi le haut niveau. Parce que c'est ça ce que je me disais. Je me disais, tiens, je fais des courses de vélo et là, effectivement, je commence à rentrer dans une équipe où ça devient un peu sérieux. L'erreur n'est pas forcément admise. Donc, une erreur de cuisson, une erreur d'assaisonnement. Donc, il faut après essayer de trouver des solutions parce qu'à l'école, on apprend des choses, mais on n'apprend pas tout. On n'apprend pas les services, on n'apprend pas peut-être à être pointilleux sur des détails, et forcément la gastronomie nous amène à nous positionner dans ce registre-là de haut niveau. Voilà. Tout ça, c'est toujours alternance, les Magnolia aussi, ça compte, ouais, ça continue, parce que moi, j'ai bougé, je suis pas resté très très longtemps dans les maisons. Pourquoi ? Parce que mon objectif, c'était de m'enrichir. Donc à partir du moment où je commençais à ne plus apprendre dans les restaurants dans lesquels j'officiais, je décidais pas de m'enfuir, mais en tout cas d'aller chercher ailleurs des compétences que je ne maîtrisais pas. Voilà. Parce que mon objectif principal, c'était de me dire, je commence la cuisine à 16 ans, bon, pendant 2-3 ans, ça va être très très dur, et après, de 19 ans, bon, service national faisant, j'ai fait mon service national en 1990 pendant 1 an. C'était la dernière fois, je crois que c'était les 1 an d'ailleurs, les 12 mois. Ouais. Je suis retourné en cuisine très rapidement. Et là, je me suis dit, j'ai 10 ans, je me suis toujours donné des objectifs, j'ai 10 ans pour faire un petit peu un tour de tout, un tour d'horizon entre le mot brasserie, bistronomie, gastronomie, événementiel avec Potel et Chabot par la suite. Ce que je voulais, je me suis dit, il fallait que je m'enrichisse de tout parce que j'étais pas convaincu encore que j'allais réussir, en tout cas, ou essayer de laisser une empreinte dans cet univers de la cuisine qui était inaccessible. Quand je regardais les ouvrages que j'achetais, le Goemio par exemple à cette époque-là, ou des magazines, je voyais des grands chefs comme Michel Rostand, Guy Savoy et d'autres, Pierre Gagnère, Jean Bardet à Tours, Westermann, enfin voilà, il y avait Georges Blanc déjà à cette époque-là, il y avait Monsieur Bocuse. Et forcément, quand je regardais ces monuments de la gastronomie, je me disais, waouh, je suis très très loin de ça. Comment je vais faire pour essayer de m'en rapprocher ? T'aspirais déjà à atteindre ces étoiles-là, Pas par rapport à la cuisine, par rapport à toujours cet esprit de compétition, en me disant, bah, j'ai pas fait de vélo, je ne peux pas gagner le Tour de France très certainement. Mais il va falloir quand même que je me donne un petit peu les moyens d'aller titiller, je dirais. Alors à l'époque, bien sûr, il y a la compétition, donc les meilleurs, si on peut dire ça comme ça, dans le registre de la gastronomie. Comment on fait ? Et ça, c'est un long chemin. Il faut beaucoup de travail, un petit peu de hasard quand même, et puis des belles rencontres pour arriver à un moment donné à côtoyer ces monuments. Alors ces belles rencontres, alors tu dis c'est effectivement les différents types d'établissements, les types d'événements, peut-être les Chabot en a parlé, mais c'est aussi les différents postes, commis entrée, commis dessert, garde-manger, enfin tout ça, ça permet d'avoir une compréhension globale de la façon dont fonctionne un restaurant. Alors dans les petites maisons,
le mot brigade n'est Oui. pas tellement... j'ai commencé à comprendre quand je suis rentré effectivement à Maison Blanche, avenue Montaigne, où là, je suis arrivé dans une entreprise où là, il y avait une trentaine de cuisiniers. Et là, je me suis dit, ouah, il y a du monde, comment je vais faire pour m'imposer. Trouver la C'était place. le mot m'imposer dans cette brigade avec très, très masculine. Hein. À cette époque-là, c'était très masculin. Bien sûr, la rigueur, toujours omniprésente. Il faut s'imposer, il faut essayer de trouver il faut essayer d'abord d'exécuter parfaitement ce qu'on vous demande. Et puis après, il faut essayer de saisir les opportunités quand elles sont là. Donc, ça nous enseigne un petit peu, ça m'a enseigné quelque chose que j'ai essayé de fuir après tout au long de ma carrière, un petit peu ce côté, pour réussir, il faut essayer de passer devant les autres, Ouais. si on peut dire poliment les choses. Il faut être prêt pour ça. Il y en a qui ne sont pas prêts mentalement pour ça, et je l'entends. Mais il faut pas avoir à ce moment-là, il ne faut pas avoir de scrupules. Aujourd'hui, je le vois, ma vision est complètement différente, bien sûr. Mais à cette époque-là, je m'étais dit, il faut avancer, il faut passer devant les autres. Et pour passer devant les autres, il faut essayer de montrer au chef qu'on est plus impliqué. Tout le monde était impliqué dans ces brigades. Hein. Il faut juste montrer plus d'implication au quotidien, c'est-à-dire les heures, ne pas faire d'erreurs sur des assaisonnements, montrer son leadership aussi, être capable de diriger. Aussi bien un apprenti. Quand on est commis, on commence par diriger un apprenti. Quand vous êtes chef de parti, vous dirigez un commis. Quand vous êtes second, vous dirigez des chefs de parti. Enfin, tout ça, c'est un mécanisme effectivement très militaire parce que c'est ça, c'est les grades. Et après, au fil du temps, j'ai appris comment fonctionnait ce système de brigade. Parce que je suis curieux, j'ai aimé analyser ce genre de choses-là et je me suis dit, bon, comment je vais faire maintenant pour essayer de gravir les échelons. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des grandes figures qu'on peut rencontrer. Moi, il y en a une sur laquelle j'aimerais bien qu'on s'arrête un tout petit peu, qui est Alain Sandrins. Ouais. Parce qu'Alain Sandrins, c'est quand même l'un des grands maîtres qui a alors, bon, je ne sais pas si chacun d'entre vous situe le personnage, mais ça a été le grand maître du Lucas Carton pendant quand même très, très longtemps. Et voilà, et puis après, c'était... Enfin, moi, de mon point de vue, il semblerait que c'était quelqu'un aussi qui avait, je ne sais plus, je crois que c'est un critique du Figaro qui disait le Paul Bocuse a fait sortir les chefs de la cuisine et Sandrins leur a apporté de la civilisation pour les faire rentrer dans le monde aussi de la culture. Chaque chef avait ce... En fait, déjà à cette époque-là, il y avait des chefs qui étaient emblématiques de par leur identité, leur personnalité. Et ils cherchaient déjà ces chefs. Alors aujourd'hui, ça c'est encore... on est passé dans une autre dimension. Tout le monde essaye de briller par X choses. Mais à cette époque-là, il y avait très très peu de chefs qui étaient un petit peu au firmement. Hein. On parlait d'un Sandrins, on parlait effectivement de Bocuse, Trois Gros, Westermann, Rollinger, Eberlin, tous ces chefs. Puis Goemillo, c'est l'époque aussi quand même un peu Goemillo qui font sortir. Alors à travailler pour Sandrins, par un bon monsieur Sandrins, j'appelle toujours monsieur, même s'il n'est plus là, mais pour moi il est toujours présent. C'est pas facile parce qu'il a une exigence extrême, il a une autorité presque comment on pourrait dire, animale, si on peut dire ça comme ça. Et lui, il est aussi précurseur, donc on a une admiration devant un chef comme ça qui était tout le temps dans la création, la recherche. Il faisait, par exemple, c'était le précurseur des accords méhévins. Peut-être certains l'ont oublié, mais les accords méhévins ont été créés par Alain Sandrins. Avec sa rencontre avec Jacques Puiset. Voilà, mais il y a eu plein de choses comme ça qui ont fait que moi, je travaillais à Maison Blanche et avec les pourboires du restaurant, le chef José Martinez nous invite à Maison Blanche, à Lucas Carton. Et là, je mange pour la première fois en 1980, je crois que c'était 1993, je mange pour la première fois dans un restaurant étoilé, 3 étoiles Michelin. Et la rencontre, elle est assez comment dire, elle est mentalement profonde puisque je pense que depuis j'ai mangé dans bon nombre de restaurants
Mais par contre, le menu que j'ai mangé chez Sanderins en 1993, je me souviens d'exactement ce que j'ai mangé en 1993, du début à la fin. Et ça laisse effectivement un ancrage mental qui fait que je me suis dit, ce soir-là, j'ai dit, waouh, ça c'est le niveau que peut-être je peux atteindre. Alors après, grâce à José Martinez, je suis allé chez Sanderins, donc je suis retourné commis, et j'ai commencé à m'inscrire, je dirais, dans cette brigade, sans bien sûr facilité, hein. Aucun jour n'était facile, tous les jours étaient compliqués, les horaires de travail étaient quand même assez... on commençait à 7h le matin, on finissait à 2h du matin. Ouais, c'était intense. Ouais. On mangeait pas en fait. On n'avait pas le temps de manger. On servait à manger à nos clients et on mangeait un petit peu, je dirais, ce qui pouvait rester. C'était vraiment mais quelque part, on était formaté comme ça et bien sûr, il y en a beaucoup qui passaient, il y en a très peu qui restaient. Et moi, j'ai fait à peu près 2 ans là-bas chez lui. Et quand je suis parti, j'avais le sentiment d'avoir appris quelque chose de différent qui allait me suivre tout au long de ma carrière. Puisque quand vous arrivez commis et que finalement vous finissez 2 ans après chef saucier, alors que c'était vraiment le poste clé au Lucas Carton à l'époque, vous avez une certaine... vous dites que vous avez parcouru un chemin, un bout de chemin. Et que par contre, il va falloir que le plus dur commence, parce que c'est toujours ça en cuisine, on vous apprend que c'est pas parce que vous êtes arrivé ici que vous êtes arrivé, et que les lendemains sont des fois un peu plus compliqués quand vous avez l'impression d'avoir réussi. Ce qu'on retient, bon, je suis désolé, on va vous faire un peu saliver, hein, enfin c'est l'heure, hein, c'est normal, mais je sais pas, peut-être que tu peux nous parler. Là pour le coup, c'était un plat signature, le canard apicius de Sanderins. Et moi, je voulais juste préciser, quand je parlais de Jacques Puiset, c'est vrai que c'est ce biologiste, œnologue qui a créé l'Institut du goût, qui était de Chinon, donc de la Loire, de ce côté-là. Et puis après, il a créé l'Institut du goût à Poitiers. Et c'est vrai que c'est quelqu'un d'extrêmement important aussi dans l'histoire de la cuisine contemporaine. Et ils ont beaucoup travaillé avec Alain Sanderins. Et Alain Sanderins aussi était... Je crois, tu me diras, je crois qu'il avait même composé, c'est-à-dire qu'il inversait la proposition. Parfois, il voulait adapter des mets au vin. Il a une découverte des vins, et ça c'est très très rare. C'est vrai qu'aujourd'hui, très très peu le font. On est plutôt à accorder des vins à un plat qui est déjà là. Et là, c'était avec le sommelier qu'il réfléchissait au plat qui pourrait correspondre. Et juste une petite anecdote pour vous dire que le personnage était effectivement assez trempé. Mais bon, ça, à la limite, je crois que c'est arrivé 2-3 fois, mais elle est assez... goûteuse, si je puis dire. Il a été furieux d'une critique d'un papier d'un critique gastronomique, et le type quand même, je crois que c'était quelqu'un du Figaro, se pointe quand même quelques jours après dans le restaurant. Alain Sanderins le repère, va le voir et il dit: normalement on met 40 secondes pour jusqu'à la porte, je vous donne 30 secondes. Pour le foot dehors. C'est quelque chose qu'on pouvait faire à une certaine époque. Voilà. Ouais. Mais bon, des anecdotes sur Sanderins, j'en ai quelques-unes, et c'est vrai que, comme tu le disais, cette perfection entre l'accord mets et vin, elle était perceptive, puisque nous, quand on faisait les essais, par exemple, d'un plat pour un changement de carte, on passait bien sûr nos après-midi. Hein. Quand on parle de coupure, ça n'existait pas à l'époque, nos coupures. Si vous partiez en coupure, le soir, il y a quelqu'un d'autre qui vous remplaçait, presque. C'était un peu ça. Donc, il vous imposait de rester l'après-midi pour que vous puissiez produire des idées. Voilà, des bonnes ou des moins bonnes idées. C'était pas forcément il nous utilisait un petit peu comme recherche et développement. Ouais. Et en fait, lui, il analysait les plats. On lui envoyait des plats de test, si on peut dire comme ça. Et lui, en fait, avec son sommelier, il faisait des verticales. Alors il avait déjà, par rapport aux produits qu'on lui proposait, il avait déjà sélectionné bien sûr une région bien précise, un domaine qu'il affectionnait et qu'il trouvait qu'il pouvait y avoir une pertinence sur le plat. Et le plus difficile, c'était de trouver l'année. Et là-dessus, il était avec son chef sommelier, qui était moi à l'époque Nicolas Benot. C'était redoutable, quoi, parce que il faisait des dégustations pendant des jours et des jours. On refaisait les plats. On avait énormément
pas de perte alimentaire, on ne sait pas comment ça se traduisait à l'époque, mais en tout cas, ça passait en haut et au bout d'un moment, ils trouvaient l'année qu'il fallait. Et à partir de là, le plat pouvait être mis sur la carte du restaurant. Alors des fois, on ne trouvait pas de plat. Hein. Des fois, on pouvait chercher. D'où des fois sa furiosité, des fois quand les cuisiniers n'étaient pas assez créatifs. Et ils descendaient, et quand ils descendaient du bureau, c'était pas forcément bon signe. Ouais. Ça sentait pas très bon, mais on arrivait toujours à trouver un petit peu ses goûts. On essayait de travailler qu'est-ce qu'il aimait, quelle est la texture qu'il aimait, même s'il aimait sortir de sa zone de confort, puisque le foie chou, on parle du canard à pissus, mais ouais. Le foie chou, le foie gras avec chou-fleur à la vapeur, c'est d'une simplicité apparente. Et pourtant, c'est diaboliquement redoutable, c'est imparable en fait. Et aujourd'hui, c'est une cuisine il n'y a pas de chichi en fait, qui va à l'essentiel et accordé avec un vin exceptionnel. C'était ça à l'époque ce que valait 3 étoiles Michelin. Voilà. Un autre grand, juste une précision comme ça, mais aussi pour partager. Il y avait cette donc au début des années 90, donc il y a eu le lancement d'une très grande initiative par le Conseil national des arts culinaires, qui était le fruit d'une réflexion menée à l'époque par le ministre de l'Agriculture du moment et le ministre de la Culture, Jack Lang. Ils avaient lancé, et c'était aussi non pas Vincent Ferniaud, mais son père Jean Ferniaud, avait remis un rapport à l'époque pour favoriser une meilleure connaissance, la promotion des arts culinaires en France. Et ils ont lancé cet inventaire qui est absolument extraordinaire, et Alain Sandrins, à un temps, pendant je crois 5-6 ans, a présidé cet inventaire du patrimoine culinaire de la France. Et aujourd'hui, ces ouvrages publiés chez Albin Michel, je fais un peu de pub, mais parce qu'ils sont difficiles à trouver, malheureusement, et pourtant ce sont des vraies bibles, puisque chaque entrée, mais c'est pour montrer aussi, chaque entrée rappelle, donc je prends complètement au hasard, le Savarin, l'appellation, la particularité, la dimension historique, la description de ce qu'il s'agit, les usages et le savoir-faire. Donc vraiment, on a de la profondeur historique jusqu'à sa nomination, son patronyme, son toponyme, les usages, donc les gestes, et sans qu'il y ait des recettes, il y a quand même tout ce qui est associé au savoir-faire. Celui-ci est, comme par hasard, celui de l'Île-de-France, mais il était présidé effectivement par Alain Sandrins, et c'est dans ce sens qu'il a énormément compté pour tout ce qui peut se faire après, par la suite, comme ça, de valorisation de ce patrimoine vivant gastronomique. Un autre, mais qui a évidemment compté, qui est Pierre Gagnère. Là, dans un truc... Pierre est complètement différent en fait. Tu as travaillé avec lui, c'est pour ça aussi. Ouais, non, mais il est différent dans son approche. Je pense que c'est assez perturbant de travailler pour un monsieur comme ça, parce qu'il n'a pas la même approche en fait. C'est complètement l'opposé d'Alain Sandrins. Il n'est pas méthodique, il n'est pas précis, il n'est pas déroutant, il est intuitif, il est spontané, on ne sait pas ce qui va se passer, ça va à droite, ça va à gauche, ça va en travers. C'est très perturbant quand vous avez été effectivement formé dans un certain cadre, et là vous rentrez, et en fait tout ce que vous avez appris, faut oublier très vite. Parce que lui, il n'a pas de case, il n'a pas de cadre, il est complètement comme un funambule dans une cuisine, il pioche. Il ouvre des frigos, il regarde, il crée instantanément des recettes. Alors on a une base, hein. Je me souviens toujours, j'ai toujours gardé les explicatifs de M. Gagnère précieusement, parce que je me suis dit peut-être un jour je pourrais en parler à des jeunes voilà, qui ne soient pas déstabilisés par ce type de chef qui était vraiment très très atypique à l'époque, puisqu'avant c'était des recettes classifiées, codées, grammées, il ne fallait pas sortir du cadre, beaucoup de chefs étaient comme ça, et lui, sa particularité c'était justement qu'il n'y a aucune recette en fait, et qu'il crée au moment, alors pour les clients ça devait être pas facile à Saint-Étienne quand il a ouvert son premier restaurant. Je pense qu'ils ont dû attendre longtemps des fois les plats, mais à Paris, moi à Balzac, c'était comme ça, mais on s'impliquait à essayer de faire, à reproduire. Alors, des fois on faisait une recette, il y a un client qui commandait
Je parle d'une recette, par exemple, pigeon, cacao, curry, etc. On refaisait la même recette qu'on avait fait 2 minutes avant. Et pour lui, il disait, mais c'est quoi, pourquoi vous avez dressé comme ça? Et en fait, il changeait. Et donc il disait, bah non, maintenant on va plus faire foie gras, pigeon, cacao, on va faire pigeon, amandes, algues et grenades. Mais en fait, le client, il a commandé. Non, mais le client, c'est pas grave. Le client, il comprendra que je suis un artiste et qu'en fait, je change mes plats. Et là, pour nous, c'était, enfin, pour ceux qui travaillaient à l'époque, c'était lunaire, on va dire. Non, je comprends. Mais voilà, je pense que c'était important aussi dans un parcours comme ça. Ça explique aussi un peu ce que tu parviens à faire par la suite, de s'inspirer, de se nourrir, sans mauvais jeu de mots, de toutes ces expériences, parce que elles sont effectivement très différentes. Bon, je passe sur le Meurice. Ça, c'est les grandes maisons. Pardon, ouais, c'était le Meurice, puis après le yacht à Madeleine, où là, bon, là, ça y est, là, tu es chef. Là, ouais, alors avant le Meurice, il y a eu le Georges V. Bon, oui, c'était mon premier hôtel. Alors le Georges V, c'était après Pierre Gagnère. Non, Pierre Gagnère, Potel et Chabot, le Georges V. Le Georges V, c'était mon premier hôtel. Donc j'allais avoir 30 ans, 29 ans. Et l'ouverture du Georges V m'a titillé parce que j'avais jamais fait d'hôtel. J'avais toujours travaillé dans les restaurants et toujours dans ma quête de m'enrichir. Je me suis dit, bon, peut-être que l'hôtel ne va pas correspondre à ce que je recherche, mais en tout cas, je voudrais essayer une ouverture. Et à cette époque-là, voilà, ça s'est fait. L'ouverture du Georges V en 1999. Après, 2 ans après, je suis basculé au Meurice. Là, je commence à prendre des responsabilités. Sous-chef au Meurice. Et puis après, la première place de chef au Hyatt Madeleine. 2 ans après, en 2003. Voilà, c'est ça, 2003, chef au Madeleine. Bon, vous voyez le Monte Cristo, voilà, la maison, voilà, je continue un peu. Non, mais maintenant, bon, évidemment, Courchevel aussi, parce que c'est vrai que c'est la montagne, la mer, t'arrêtes pas. Ouais, tout ça. Alors, mais recommandé, là aussi encore, ou c'est un désir d'élargir la palette des possibles? Je fais un petit aparté pour revenir à ma première place de chef. Alors ma première place de chef, c'est à la fois c'est un hasard en fait, parce que au départ je devais aller chez Anne-Sophie Pic en tant que second, ou Christophe Cussac à l'époque à Monaco, à la réserve de Beaulieu, pardon. Anne-Sophie Pic à Valence. Ouais, Anne-Sophie Pic à Valence. Et en fait, le hasard fait que je donne rendez-vous à quelqu'un qui recherchait un chef au parc Hyatt Madeleine. Et je retrouve Christophe David, qui avait travaillé avec moi chez Sanderins. Et donc il me dit, qu'est-ce que tu deviens, etc., etc. De fil en aiguille, je lui raconte un peu mon parcours. Je lui raconte qu'aujourd'hui, je suis en recherche peut-être d'un poste, mais poste de chef, c'est peut-être un peu trop tôt. L'humilité fait que je ne me sens pas prêt à affronter effectivement ce rôle. Mais à la fois, il me convainc, il me dit, écoute, je pense que tu as assez bourlingué, si on peut dire comme ça. Et il y a une place qui se libère au Hyatt Madeleine. Et ça pourrait être bien pour toi de t'entraîner sur cette boutique, sur boutique hôtel. Donc je construis ma brigade. Et j'ai la chance d'avoir dans ma brigade Glenn, qui a été mon second pendant 10 ans, Glenn Viel, qui aujourd'hui a une réussite extraordinaire. Donc Glenn me rejoint, je dirais, au Hyatt Madeleine, avec Lowell Mesnier, avec David Delsart, et on n'a pas d'ambition étoilée en fait, on veut juste prendre du plaisir, et on veut juste chacun un petit peu essayer de trouver sa place dans une équipe type, qui va découler sur bon nombre de résultats et de succès au Castellet bien sûr, entre autres, le K2 aussi, le Kilimanjaro, Courchevel. Après, c'est une spirale. Tout le monde ne connaît pas toutes ces. Après, c'est une spirale un petit peu où on réfléchit plus trop, on avance, on essaye de créer un maximum de choses, d'essayer de se créer un prénom. Et voilà. Et après, les clients répondent présents, les critiques répondent présents. Malgré ça, on reste quand même les pieds sur terre. Quand je dis on, parce que j'ai toujours eu des personnes autour de moi qui m'ont accompagné dans toutes ces missions, dans tous ces hôtels et restaurants. On ne réussit pas tout seul, hein, c'est une équipe. Et à chaque fois qu'on a réussi à avoir des distinctions, elles sont toujours collectives.
Voilà. Elles sont toujours en équipe. Voilà. Ça, c'est important. De pas, voilà une partie de l'équipe. Ouais. Ça, c'est au Ritz. Ça, c'est au Ritz. Ouais. Voilà, donc ça, c'est le Ritz 2015, on est en 2013, et le Ritz, c'est aussi quand même la 10e chef. Alors, c'est vrai que tout le monde ne le sait pas, mais quand on est 10e, enfin, chef du Ritz, 10e. Alors on dit, 10e, je ne sais pas, vous avez une idée de pourquoi 10e, par rapport à quoi? Parce que le premier, c'était Escoffier. Donc forcément, voilà, et on note, hein, c'est ça, hein, et avec César Ritz, donc ils sont comme ça, ils créent ce palace, c'est l'invention des palaces, et les chefs. Et alors, bon, précise. 1898, voilà, création du Ritz par César Ritz, une rencontre avec Auguste Escoffier qui finalement va commencer à être dans la lumière, dans le tard. C'est quand même, il rencontre Ritz, et en fait, tous les deux, il y a une alchimie qui se crée comme un duo. L'un est quand même est très axé sur l'hébergement, l'autre est très axé sur la restauration, bien sûr, et ils arrivent à créer quelque chose au Ritz Paris en 1898 qui va faire le tour du monde. La codification, bien sûr, des brigades. Avant, ils servaient des grands plats. Escoffier va commencer à servir sur assiette, des choses comme ça. Il veut une brigade qui soit à son image. Donc, il va leur donner des vestes blanches. Il va imposer aussi une certaine rigueur dans le sens où les personnes qui souhaitent intégrer sa brigade ne doivent être ni fumeurs, ni alcooliques. Toutes ces choses-là qui, à l'époque, je rappelle quand même que le métier de cuisinier, dans ces périodes-là, n'est pas très sexy. C'est pas un métier... on se gargarise pas d'être cuisinier. On dit pas, je suis cuisinier. Non, quand vous êtes cuisinier... Il n'y a pas que des gentlemen. Non, quand vous êtes cuisinier, vous êtes pas loin de la mine, c'est le cas de le dire, puisque c'était des fourneaux au charbon. Il faisait 70 degrés dans les cuisines. Les cuisiniers mouraient assez jeunes quand même, alors peut-être pas autant qu'à la mine, hein, mais c'était un peu ça. Et Escoffier a fait évoluer énormément les conditions de travail pour les cuisiniers grâce à cette exposition au Ritz Paris. Et après, il n'a cessé, bien sûr, avec César Ritz, de faire évoluer les conditions de travail de toutes les personnes avec lesquelles ils ont collaboré, aussi bien au Ritz-Carlton à Londres aussi. Il crée la première mutuelle, hein, pour les cuisiniers. C'est vrai que c'était aussi un grand philanthrope. Il écrit beaucoup, Escoffier. Puis bon, là, oui, je voulais parler du guide culinaire, peut-être, non ? Il crée le guide culinaire. Cet ouvrage, en fait, il codifie tout ce qu'il a pu apprendre durant toutes ces années, alors aussi bien en France qu'à l'étranger, parce que c'est quand même quelqu'un qui voyage beaucoup et qui s'imprègne de toutes les cultures et toutes les richesses culinaires du monde. Et il en fait un ouvrage, en fait, pas un ouvrage comme on pourrait l'entendre aujourd'hui, où chacun fait des ouvrages pour son ego, pour sa propre lumière. Il fait un ouvrage, en fait, pour essayer de donner quelque chose pour ceux, et d'ailleurs il y a quelque chose qu'il dit, et ça je trouve ça excellent. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même rappeler. Nicolas Salles a ce grand privilège en qualité de président des disciples d'Escoffier International d'avoir une édition signée, édition de 1912 signée par Auguste Escoffier, et comme vous voyez, effectivement il nous a fait la gentillesse de l'amener, et c'est quelque chose d'assez unique. C'est écrit du 1er novembre, il dit en 1er novembre 1902, il dit: le seul bénéfice que je désire tirer de cet ouvrage, la seule récompense que j'ambitionne est de voir sur ce point mes conseils écoutés et suivis par ceux auxquels ils sont destinés. Et ça, je trouve que c'est quand même une phrase qui est très, très actuelle et qui devrait résonner, je dirais, dans tous les cuisiniers aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'a pas créé ce livre pour lui, il l'a créé pour les autres. C'est uniquement un livre de partage dans lequel chacun peut interpréter ses recettes et peut même y ajouter
une valeur supplémentaire ou voire voilà, ou alors une ADN supplémentaire. Et cet ouvrage, il est exceptionnel, il a été traduit dans le monde entier. Aujourd'hui, moi, en tant que président, quand je voyage dans le monde, Auguste Escoffier est beaucoup plus reconnu à l'étranger qu'en France. C'est quand même un paradoxe, alors qu'il a fait ses armes, je dirais, au Ritz Paris. Mais à l'étranger, il est respecté énormément. Cet ouvrage aussi. Moi, à l'époque, quand j'ai découvert le guide culinaire, c'était chez Sanderins. Il y avait des choses que je ne savais pas faire. Il me disait, t'as regardé le guide culinaire? T'as été voir ce que veut dire le chef? J'ai dit, le guide culinaire. J'ouvrais le guide culinaire, je ne comprenais rien. Je me suis dit, waouh, comment je vais faire? J'ai rien, je ne comprends rien. Bon, ceci dit, pardon Nicole, t'es coupé. En le regardant tout à l'heure un tout petit peu, il y a quelques plats qui sont quand même relativement difficiles à faire aujourd'hui. Il y avait la soupe à la tortue. Bon, là, je pense que c'est quand même pas tout à fait évident. Ouais, mais les produits de cette époque-là étaient différents. Alors, on prend l'exemple de la tortue. Il y a bon nombre de produits qui dégustaient dans les restaurants et qui étaient des mets ultra savoureux. Je dirais, dans ce type de restaurant. Aujourd'hui, forcément, les choses ont un petit peu changé. Ouais. Les dîners d'Épicure, et les dîners d'Épicure qui ont été lancés à la même époque, je crois en 1912, ouais. Et la façon dont vous, les disciples, puisque toi, tu es élu en mars 2018 non, enfin, ouais, c'est ça, à peu près, approximativement, 2018, quand c'est Jean-Pierre Vichy qui m'a demandé de prendre le relais de cette association internationale en sa présidence. C'est surtout J'aimerais revenir sur quelque chose parce que Auguste Escoffier a créé aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'au Ritz Paris, place Vendôme, il avait créé effectivement toute ces choses à travers bien sûr la cuisine et il était heureux de recevoir toute la bourgeoisie, je dirais parisienne et du monde qui venait au Ritz, mais il n'oubliait pas les plus démunis. Et il était très, très précurseur dans ça. Aujourd'hui, on peut parler des Restos du Cœur ou d'autres associations qui aident aux plus démunis dans des périodes pas faciles, hivernales ou d'autres. Par exemple, Auguste Escoffier, rue Cambon, quand il gardait toute la nourriture qui était en surplus. Et il le distribuait, rue Cambon, pour les plus démunis. Et ça, c'était quand même des choses extraordinaires à l'époque. Il n'y a que lui qui le faisait. Et je pense qu'il a inspiré bon nombre de chefs aussi dans cette démarche déjà très novatrice. Voilà. Oui, c'est vrai que c'était une très très belle philosophie, un très très grand homme. Donc c'est dîners d'Épicure qui, au début, je crois, dans une quarantaine de pays, un peu au même moment, et que vous avez relancé. Oui, on a essayé de le relancer. Alors ça a été pris... il y en a d'autres qui ont essayé de relancer. Hein. On prend Alain Ducasse qui a fait effectivement avec Goût de France une remise aussi à jour de ces dîners d'Épicure. Nous, c'est le 175e anniversaire d'Auguste Escoffier. On a voulu marquer un petit peu le coup et remettre un petit peu ce dîner d'Épicure à l'honneur. Donc le 28 octobre. La date de son anniversaire, on a organisé 7000 repas dans le monde et on a récolté plus de 100 000 euros pour des associations. Parce que aussi, Auguste Escoffier était dans cet état d'esprit d'organiser des événements et après de récolter de l'argent pour des associations. Donc on perdure, on continue à faire... L'association continue dans cet état d'esprit-là, être très proche de ceux des écoles, bien sûr, des jeunes générations, être très proche pour ceux qui ne peuvent pas effectivement peut-être aller manger dans un restaurant étoilé, doublement, triplement étoilé. Et donc souvent les disciples d'Auguste Escoffier organisent chacun dans leur délégation des repas gastronomiques dans le monde. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ce qui fait aussi la force de notre association, je pense, aujourd'hui. Est-ce que tu nous parlais un peu, peux-tu nous parler du Ritz? Donc le Ritz, tu succèdes à Michel Roth. Ouais. Donc tu succèdes à Escoffier, enfin il y en a eu quelques-uns entre-temps. Michel était le 9e chef. Ouais. 9e chef. Il n'y a eu que 10 chefs. Hein. Qui est resté longtemps, Michel aussi, se dit. Michel est resté... Michel, il y a eu Guy Leguet avant Michel Roth.
Guy Leguet est resté 20 ans. Après, il y a eu Guy Lawette, monsieur Maurice Guy Lawette, qui est resté pas très longtemps, il est resté 1 an et demi. Et après, Michel Roth a pris le relais, est revenu parce qu'il était parti chez Lasserre, au restaurant Lasserre à Paris. Et donc, Mohamed Al-Fayed a décidé de le rappeler pour qu'il puisse de nouveau diriger ses cuisines, mais cette fois-ci en tant que chef. Michel Roth était l'adjoint de Guy Leguet. Donc, effectivement, il a passé énormément de temps au Ritz, il connaissait très très bien la maison. Mohamed Al-Fayed, qui avait racheté le Ritz en 1979 à la famille Ritz, 2 propriétaires en 125 ans, quand même. Aujourd'hui, c'est Camille Al-Fayed qui dirige le Ritz différemment de son père, parce que forcément, on peut pas. Mohamed Al-Fayed avait une vision différente, très très familiale. Aujourd'hui, le Ritz est dans une autre époque et il évolue et grandit. Il y a une chef qui m'a remplacé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Eugénie Bézia, qui a pris les rênes du restaurant Espadon 2 ans et demi après mon départ. Donc aujourd'hui, ils sont de nouveau dans ce registre étoilé Michelin, avec une envie de faire perdurer cette gastronomie au Ritz Paris, en tout cas. Alors, il y a cette quête des étoiles Michelin, toujours. Parce qu'on dit aussi que pour les palaces, avoir un restaurant gastronomique Michelin, c'est extraordinairement coûteux et c'est pas toujours C'est de la visibilité. Hein. Ouais. Ce que je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un palace va s'identifier par rapport aux autres? Aujourd'hui, on est tout dans la communication. On a besoin de faire des taux d'occupation, je veux dire, c'est des taux de remplissage des hôtels. Pour ça, il faut effectivement briller. Donc les étoiles, ça brille bien. Donc c'est plutôt bien en termes de communication. On peut utiliser le Ritz, bien sûr, et au-dessus de tout ça pour moi, hein, parce que le Ritz, mondialement, quand vous allez n'importe quelle ville du monde, quand vous dites le Ritz, les gens ils pensent tout de suite à Paris. Ils pensent tout de suite Place Vendôme. Donc ça, c'est imparable, c'est magique, c'est extraordinaire. Après, d'avoir un restaurant étoilé au Ritz, effectivement, c'est un petit plus. Mais le Ritz existe sans le restaurant étoilé aussi. Parce que le Ritz est un petit peu au-dessus de tout ça. C'est l'histoire qui fait aussi cette renommée extraordinaire. Et donc tu quittes le Ritz et tu te lances dans d'autres aventures, des aventures plus nomades. Il y a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi quitter une maison comme ça après 6 ans. C'est toujours la même chose en fait. C'est toujours cette soif d'apprendre, parce qu'aujourd'hui j'ai 51 ans, mais j'ai pas perdu ce côté-là. C'est-à-dire que je me repose pas sur mes acquis. J'ai appris beaucoup, énormément. Je continue à apprendre. Et je pense que c'est ça qui m'anime. J'ai appris à aimer ce métier, à être passionné. Aujourd'hui, je pense être passionné de ce métier, alors qu'au départ, c'était plutôt le hasard qui m'a amené vers ce métier-là. Aujourd'hui, j'aime profondément ce métier de partage, de transmission, aller à l'étranger, rencontrer d'autres cultures. Et c'est une chance de faire ce qu'on aime. Cette maison, elle m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup apprise. J'ai décidé de la quitter parce que je voulais être plus libre. Je voulais créer, comme au début de ma carrière, je me suis dit tiens, peut-être je voudrais être entrepreneur, ouvrir un jour mon restaurant. Alors aujourd'hui, ouvrir son restaurant, c'est pas forcément la meilleure des solutions quand on sait les problématiques financières que cela peut engendrer. Mais j'ai trouvé le challenge, j'avais encore l'énergie pour le faire. Et j'avais réussi à me créer un nom, effectivement, et un prénom, Ritz Paris. Donc pour moi, la boucle était bouclée, et donc je pouvais me permettre de faire des choses complètement différentes de ce que j'ai pu faire durant ces 35 dernières années. Tu peux nous en dire un mot, peut-être, de ces projets à venir? Oui, alors un projet complètement... bien sûr, je n'ai pas fait un projet simple. De Place Vendôme, je vais ouvrir un complexe de restauration dans le marché international de Rungis prochainement. Donc c'est un projet qui était déjà en cours depuis 2 ans, 2 ans et demi. Il aurait dû sortir il y a à peu près 1 an. Voilà, on est très patient. Pendant ce temps-là, j'ai pu m'occuper quand même à développer, je dirais, mon envie de voyager dans le monde.
C'est un projet qui me tient à cœur parce qu'il est complètement différent de ce que j'ai pu faire. Et atypique, il n'est pas dans un lieu normalement où les hôtels de luxe ou les restaurants étoilés sont, puisqu'il n'y a pas de restaurant étoilé à Rungis, il n'y a pas d'hôtel de luxe non plus. Et c'est ça qui m'a intéressé. C'est d'ailleurs d'aller dans un endroit où en fait il y a tout à faire et peut-être faire des choses, en tout cas qui vont mettre en avant les produits, les producteurs, les éleveurs, les grossistes, les distributeurs, parce qu'il faut bien penser que toute l'alimentation aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui circulent à Rungis. Et moi, pour avoir passé beaucoup de temps à Rungis, je me retrouve complètement dans tous ces acteurs invisibles pour les consommateurs, puisque quand vous allez manger dans un restaurant, vous ne savez pas trop d'où viennent les produits, qui les a acheminés. Et à Rungis, c'est un grand garde-manger où tous les matins, toutes les nuits, je pourrais m'approvisionner, chiner, négocier les produits et les servir le plus simplement possible dans cet univers qui va s'appeler À la Source. Alors à la Source, c'est plusieurs choses. C'est un container food, c'est une cantine de partage et c'est aussi un restaurant dans la cuisine. Voilà. Je n'ai pas voulu créer une table de chef parce que je voulais faire quelque chose qui me corresponde. Je trouve que les tables de chef, on en a vu pas mal et c'est super sympathique. Mais moi, je voulais créer vraiment un restaurant dans une cuisine. C'est pas facile parce qu'il y a des contraintes, il y a beaucoup de contraintes. Voilà. Mais en tout cas, on a réussi et on espère pouvoir ouvrir ce restaurant plutôt en septembre. Voilà, je dirais, j'ouvrirai à la Source en juin 2024 et le restaurant peut-être en septembre. Ça va dépendre un petit peu de l'avancée des recettes aussi, parce qu'il ne faut pas se précipiter. Il faut faire les choses comme on a envie, suivre son rythme, s'écouter. Et après avoir les bons collaborateurs autour de soi. Donc prendre le temps de bien les former, de bien leur expliquer, parce que je ne souhaite pas forcément avoir la même brigade que ce que j'avais au Ritz, parce qu'au Ritz on était 130 cuisiniers. Donc je ne pense pas que j'aurai 130 cuisiniers en masse salariale dans mon projet. Mais en tout cas, on sélectionnera, je dirais, des cuisiniers du monde, parce que j'adore la transmission et je trouve qu'il y a énormément de richesse à apprendre aussi des autres. Voilà. Bravo. Écoutez, je trouve que c'est un joli voyage dans la gastronomie française, mais on ne va pas quitter comme ça tout de suite. On va peut-être vous donner la parole. Vous avez peut-être des questions sur des sujets qu'on n'a pas pu... On a 5 minutes, 10 minutes. Il doit partir après, mais voilà, disons ça. Est-ce que vous avez des questions, des précisions que vous souhaiteriez poser à Nicolas Sall tant qu'il est là? Ouais, on a essayé de faire une synthèse un petit peu de tout, c'est pas facile. Je vous ai pas parlé aussi de mon nouveau rôle dans la team France Bocuse d'Or. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est tout nouveau. Donc j'ai intégré la team il n'y a pas longtemps. Voilà. C'est un autre sujet. Bon, merci beaucoup pour toutes ces explications et votre parcours. C'est vraiment passionnant. Est-ce que vous pensez que c'est possible pour quelqu'un de pénétrer dans cet univers s'il ne commence pas à 16 ans? Ouais, moi je suis convaincu que tout est possible. Donc il n'y a pas de... Non, pour moi il n'y a pas de... Si on a l'envie de le faire, il n'y a aucun problème. Il faut juste effectivement... voilà, il faut juste aussi il faut travailler beaucoup, mais il faut avoir un paramètre... il y a un paramètre chance. Moi j'intègre beaucoup la chance quand même, parce que les relations, les rencontres... il y en a certains qui ont... Moi, j'ai connu des cuisiniers qui avaient des capacités bien meilleures que les miennes, qui étaient meilleurs techniciens que moi, qui avaient beaucoup plus de qualité pour pouvoir réussir, mais ils n'étaient pas là au bon moment, au bon endroit. Et c'est comme ça, mais voilà, il faut se rendre compte quand même qu'il y a un paramètre chance. Comme quand j'ai été chef de l'année, c'est un paramètre chance. Voilà, mais en fait, il faut y croire, et puis après, peut-être que les dés vont, enfin, en tout cas, les étoiles vont tourner dans le bon sens.
Mais il faut toujours croire en son destin. Mais après, si ça marche pas, c'est pas très grave. On recommence et puis on se donne d'autres objectifs. Voilà. Mais c'est certainement vrai. Enfin, c'est vrai que ça correspond aussi un peu à une tendance que l'on voit maintenant de désir des uns et des autres, peut-être de sorte de reconversion, et la reconversion vers le restaurant, vers la cuisine. Bon, c'est bien de rappeler aussi, c'est parfois un peu encouragé par les médias qui... Il y a des très bonnes émissions de télé, puis il y en a d'autres qui sont moins bonnes. On a parlé des émissions de télé à peine de Top Chef, mais il y en a certaines qui pourraient laisser à penser que, voilà, en claquement de doigts, on peut devenir grand cuisinier, ce qui effectivement n'est vraiment pas le cas. Mais ces reconversions, elles sont possibles. Il y a aussi des exemples de personnes qui peuvent dire, mais c'est beaucoup de sacrifices. Donc, est-ce qu'on est prêt à faire ces sacrifices-là plus on avance dans l'âge? J'ai intégré énormément de reconversions au Ritz. Sur des profils, sur des personnes qui... Bon, cuisine mode d'emploi, Thierry Marx m'en a envoyé quelques-unes quand même, et d'autres, et d'autres personnes qui se présentaient spontanément. Moi, je disais toujours au service RH, ressources humaines du Ritz Paris, je leur disais, pour moi, il n'y a pas un CV, tous les CV doivent passer par moi, et je dois rencontrer toutes les personnes. Je ne souhaitais pas qu'un bureau de ressources humaines puisse... classifier un CV en fonction de parce qu'il n'avait pas travaillé dans un restaurant étoilé ou parce qu'il n'avait pas travaillé dans un palace, il n'avait pas le droit de travailler au Ritz. Et donc ça a été pas facile parce que pour faire comprendre ça à un mécanisme, une grosse machine comme le Ritz, c'était très difficile. Et j'ai eu des très très belles surprises avec des très très belles évolutions, des belles rencontres. Et j'ai appris énormément de personnes qui n'avaient jamais travaillé dans les restaurants étoilés et qui amenaient vraiment quelque chose de différent dans l'équipe. Nationalité aussi. J'ai intégré énormément de nationalités différentes dans mes équipes. On était peut-être une vingtaine de nationalités différentes. Ça, c'est une vraie richesse, évidemment. C'est extraordinaire. Pour moi, c'est la plus belle des richesses. Voilà. Après, la pâtisserie, on sait que la pâtisserie avec François, bon, j'avais fait venir François, la pâtisserie, elle est François toujours... Perret, pardon. Ouais, François Perret, ouais, qui est le chef pâtissier. Bon, la pâtisserie, c'est toujours sexy. Aujourd'hui, c'est de plus en plus sexy. On est tous contents. Donc, il n'avait pas de problème de recrutement, François. Il avait toujours énormément de collaborateurs qui voulaient travailler avec lui. En cuisine, ça demandait un petit peu plus de temps. Et quand on recevait effectivement des personnes qui n'avaient pas de parcours comme une grande majorité des collaborateurs, on faisait une formation un petit peu différente. On prenait le temps, on écoutait, on accompagnait, tout en bienveillance. Voilà. Après, il fallait aussi que la personne montre une capacité à évoluer au fil du temps, pour elle-même déjà, parce que pour ne pas se sentir inutile, souvent, elle avait des tâches qui étaient des fois un petit peu, il venait voir dans mon bureau, il me disait « Ouais, chef, ça fait 2 mois que je suis ici, j'ai toujours fait les mêmes tâches. » Mais je lui dis « Oui, effectivement, mais est-ce que vous aimez faire ces tâches ?» Bah non, j'aime pas trop. Je lui dis « Vous savez, ça c'est pas forcément la bonne réponse, en fait. » Je fais parce qu'en fait, dans notre métier, il faut apprendre à faire des tâches qui sont ingrates. Éplucher des pommes de terre, laver des carottes, nettoyer des champignons, multitude de tâches. Parce que vous êtes en apprentissage. Vous avez la chance, je vous ai engagé comme commis cuisine, mais vous êtes en apprentissage, donc l'apprentissage demande aussi un apprentissage du produit, respecter le produit, prendre le temps de savoir la saisonnalité des produits, etc. etc. Donc, des fois, ces personnes avaient du temps, des fois n'avaient un petit peu moins de temps et souhaitaient plutôt grandir très très rapidement. Et là, bon, on les laissait partir dans d'autres univers. Moi, je souhaite toujours le bien de tous les collaborateurs qui sont passés chez moi, et j'essaye de suivre au maximum bon nombre de personnes. Et quand je vois tous ceux qui sont passés au Ritz, en tout cas dans cette période de 2015 à 2021, et je vois où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, qu'ils soient étoilés ou qu'ils gèrent une brasserie ou qu'ils gèrent des bistrots ou plusieurs restaurants dans le monde, je prends toujours un réel plaisir à être heureux pour eux et de savourer qu'ils ont trouvé leur chemin, et que ça me comble en tout cas. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, non, c'est Non, c'est une très belle conclusion. J'étais obligé de conclure sur
Sauf s'il y a encore des questions, Ouais. évidemment. Mais Je voulais savoir si vous avez fait une école ou pas. Ah oui, ouais. J'ai pas fait longtemps en école, mais Est-ce que c'est si important que ça de faire une école pour devenir cuisinier ou pas? ça c'est toujours des discussions que j'ai avec l'éducation nationale quand je vais souvent dans les écoles hôtelières qui aujourd'hui poussent bon nombre d'élèves à aller vers des bacs, des bachelors, je ne peux pas avoir la bonne vision des choses. Parce que moi, je suis issu d'un CAP, le CFA. J'ai arrêté en 3e. Je suis rentré dans la vie très très jeune. Je trouve que c'est bien, mais il faut être à l'écoute de l'élève. Je trouve que par moment, on n'est pas assez à l'écoute des élèves, en tout cas dans les écoles. Un élève qui veut faire de la cuisine, qui veut apprendre la cuisine, on l'amène à avoir un bac+2 ou un bac, pourquoi pas, et en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Sincèrement, parce qu'en fait, quelqu'un qui va arriver dans mon équipe, il peut avoir un bac+2, il sera au même niveau qu'une personne qui a un CAP ou qui sort de 3e. Et souvent, mentalement, celui qui a un bac+2, il ne se sent pas à l'aise. c'est Parce une problématique qui vous concerne, peut-être? Non, mais ouais, on vient de l'école aussi. Mais alors nous, on a fait le CFA. Moi, j'ai fait un CAP. Et aujourd'hui, justement, moi, personnellement, je me questionne. Je suis en train de faire un BP. Et je me demande si c'est si bien que ça. Est-ce que je ne devrais pas plutôt commencer tout de suite à travailler? J'ai des adresses qui m'intéressent, mais voilà, c'est un peu la question que je me pose en ce moment. Ça vous apprend quelque chose, attention, hein, je ne dis pas que de faire des études, ça ne vous apprend rien. Moi, j'avais pas cette capacité à faire des études trop longtemps. J'étais pas bon dans ce domaine. Aujourd'hui, si vous avez des capacités à être bon dans les études, faites vos études. Et après, si vous avez l'envie, vous devez vous laisser guider par vos envies et faire ce que vous avez envie. Voilà. Après, ça ne vous empêche pas d'avoir un CAP et d'apprendre la gestion, le management et l'histoire de la cuisine. Oui. Une fois que j'étais dans une école, je vous donne un exemple, dans une école hôtelière qui est pourtant une très belle école hôtelière sur Paris. Et quand j'ai fait un événement avec Escoffier pour l'Ukraine, j'ai passé un temps avec les élèves. Ils ne savaient pas qui était Auguste Escoffier. Et là, je pense qu'il y a vraiment un gros problème. Non, mais je pense qu'il y a vraiment Le micro. ouais, il y a vraiment ce problème-là. Moi, personnellement, je trouve qu'on ne nous apprend pas vraiment les bonnes choses en histoire. C'est très intéressant, on apprend plein de trucs sur différents sujets, mais on n'apprend pas l'histoire de la cuisine et on est quand même en BP, en CAP c'était pareil, on n'a rien appris sur l'histoire de la cuisine et je trouve ça un peu dommage. Et même après, tout ce qui est maths, toutes les matières en fait, elles sont pas du tout dirigées vers la cuisine, mais elles sont plutôt dirigées vers les cursus normaux qui sont intéressants, mais qui sont pas en rapport à ce qu'on va faire plus tard. Et donc on n'a pas forcément les qualités requises pour quand on va arriver sur le monde du travail. Ouais, moi je partage tout à fait ce sentiment-là. Hein. Vous savez, avant, moi, mes professeurs de cuisine, pour être professeur de cuisine, ils avaient 10 ans d'expérience. Et j'avais des professeurs qui avaient bon nombre d'expériences. Aujourd'hui, quand vous allez dans les écoles hôtelières, vous avez des professeurs de cuisine qui ont 22 ans. Comment voulez-vous, à 22 ans, avoir l'envie de partager, de raconter quelque chose ? Et je reviens à ce moment que j'ai passé avec ces élèves, finalement, qui d'habitude, ils s'en vont à 17h, et moi je crois que je suis resté jusqu'à 8h le soir, 21h je crois, je ne sais plus. D'ailleurs le temps s'était arrêté, et on était dans le couloir, tous assis, en train de parler un petit peu de la cuisine, parce qu'ils voulaient apprendre, ils voulaient s'enrichir, et je pense que là-dessus, effectivement, le rectorat, si je peux me permettre, devrait un peu revoir ses programmes. Mais bon, je ne suis pas au rectorat et je ne fais pas les programmes des CAP, des BEP, des bacs pro. Alors bien sûr, moi quand les personnes rentrent chez moi dans mes brigades, j'essaye de les intéresser, de les initier, de faire ce qui n'a pas été fait à l'école. Voilà. Et j'essaye de
d'accompagner au maximum, mais je pense que là-dessus, il y a un loupé et c'est dommage. Mais c'est vrai que c'est bien que vous leur appreniez l'histoire, mais c'est vrai que si on le faisait en préalable à l'école, ça serait une avant, vous aurez ça de moins à faire et plus leur parler de choses intéressantes, sur d'autres choses aussi, et plus discuter, partager. Et là, quand on arrive dans une entreprise, ça m'est déjà arrivé, où on arrive et on tombe des nues, on ne sait pas trop l'histoire, on ne connaît pas vraiment le livre de cuisine, on apprend juste sur un livre de cuisine qui est intéressant, mais c'est les plats avant Escoffier, donc c'est sur des grands plateaux, et donc on n'apprend pas, on m'a déjà dit, un chef de l'école m'a déjà dit, après c'est pas pour dénoncer, hein, mais il nous a déjà dit, bon, Escoffier, bon, non mais regardez pas Escoffier, regardez l'autre truc là, où ils font les plats qui n'ont pas l'air très bons, mais regardez pas Escoffier, c'est un peu n'importe quoi ce qu'ils disent. Non mais et donc je trouve ça un peu, par rapport à ce que vous avez, la phrase que vous avez lue, je trouve ça un petit peu étrange que maintenant. Je pense que Escoffier, les bases d'Escoffier, c'est comme la musique classique en fait. Quand vous voulez faire de la musique, il faut apprendre les bases. Et après, vous pouvez partir dans bon nombre d'autres choses. Vous pouvez faire du rock, vous pouvez faire n'importe quelle musique. Mais quand même, avoir des bases classiques, ça vous permet de pouvoir après surfer dans n'importe quelle direction. Donc après, nous, c'est vrai que quand je recevais au Ritz, souvent dans les entretiens, j'avais toujours cette lettre, ce chose piège, surtout devant l'arrogance des fois de certains candidats qui me mettaient leur CV ou leur diplôme en face de moi. Je leur disais, vous venez travailler au Ritz, c'est très bien. Et en fait, pourquoi le Ritz en fait savez-vous qui est le premier chef du Ritz? Et là, devant, il y avait bien sûr des bugs. Hein. Et après, il me disait, oui, mais j'ai appris énormément, je connais beaucoup les recettes. Et en fait, j'ouvrais le guide Escoffier, comme ça, j'ouvrais une page, et je posais toujours une question un peu bête, pour leur dire, vous voyez, ce que vous avez appris à l'école aujourd'hui, ça ne vous aide pas pour entrer dans une maison comme ici. Par contre, on va être là pour vous aider. On va être là pour vous accompagner. Mais il faut juste que vous sachiez que votre arrogance, en fait, il faut la laisser dehors, et vous allez rentrer dans l'école de l'humilité et l'apprentissage, même si vous avez des diplômes ou sans diplôme. C'est pas un problème de diplôme, c'est un problème de personne. Ce métier, c'est un métier de cuisinier, c'est un métier où il faut se remettre en question quotidiennement. Je leur dis toujours, vous savez, moi j'ai un âge, j'ai fait ce que j'ai fait, mais il n'y a pas un moment donné où je ne me remets pas en question. Il y a 2 semaines, j'étais à Riyad, je faisais un repas, j'apprenais avec un chef saoudien, et j'ai appris énormément de choses. Donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier. On peut apprendre de tout le monde, et il faut rester humble. Et est-ce qu'on est obligé forcément, j'ai juste la dernière question, est-ce que moi je pense que non, mais est-ce qu'on est obligé d'aller dans les étoilés pour apprendre? Il y a bien d'autres restaurants, voilà, je veux dire, c'est pas forcément une obligation, on est d'accord, d'aller dans des étoilés, d'aller chez les grands chefs pour apprendre au début, et on peut y aller quand même après. Je veux dire, c'est pas. Moi, j'ai pas été chez les étoilés d'entrée. Hein. Ouais. J'ai appris dans un restaurant, comme on disait, à l'écurie à Villemomble. On faisait des confits de canard avec des pommes saladaises. Hein. On faisait des terrines de foie gras. Après, je faisais la plonge. Je faisais des profiteroles au chocolat. J'étais loin d'être une maison étoilée. Mais voilà, aujourd'hui, l'étoilé, l'étoilé, c'est quoi? C'est un challenge vis-à-vis de soi-même. Alors ça crée des égos, ça crée tout ce qu'on peut entendre. Hein. Moi, je connais beaucoup de chefs qui sont humbles et qui ont bien digéré le fait d'avoir travaillé chez les chefs étoilés, et eux-mêmes, ils sont triplement étoilés aujourd'hui. Après, il y a la cuisine, après, elle a pris une ampleur aujourd'hui tellement différente de ce que j'ai connu, mais c'est normal, dans 30 ans, ça sera une autre histoire. On dira, aujourd'hui, on a l'impression qu'on parle comme si on était un peu âgé. Je connais bien la génération des top chefs, etc. Mais elle est quand même. Il y a des gros talents, il y a des bons talents dans les générations top chefs. Il ne faut pas les dénigrer. Il y en a certains, ils s'égarent. Mais nous, c'est à nous de les accompagner et de passer du temps avec eux pour éviter qu'ils s'égarent. Parce que d'être reconnu dans la rue à 23 ans, 24 ans, d'être harcelé, je dirais, dans les restaurants,
c'est pas quelque chose qui est normal. Donc c'est c'est vraiment pas facile à vivre. Madame, vous aviez une autre question peut-être. Ah pardon. Non, c'était juste interpellé par votre livre. Est-ce que vous pouvez dire 2 mots là-dessus? Ah, sur le livre. Et si Paris était? si Paris était. Oui. Je l'ai mis pendant que tu parlais pour dire. Je pensais conclure en disant. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez trouver cet ouvrage. Oui, si Paris était. Alors très vite, brièvement. Bon, c'était. En fait, quand je suis parti du RIS, donc j'ai lancé mon projet. J'ai créé ma société de conseil, de consulting, coaching, préparateur mental aussi, parce que j'adore accompagner les équipes à travailler pour atteindre un objectif commun. Et en fait, il y a une photographe qui m'a appelé, qui m'a dit oui, je fais des livres sur Paris, sachant que j'ai appris que vous étiez parisien. On aurait aimé faire finalement un ouvrage sur ça. Moi, je voulais pas faire de livre de cuisine. Je voulais faire un ouvrage sur des balades, sur cette ville, effectivement, où j'ai passé énormément de temps. Donc ça commence effectivement de Montmartre, ça passe par les disciples de Gustave Escoffier, ça passe par mon ami cycliste Florian Rousseau, multi-champion du monde sur piste, champion olympique. Ça passe par une rencontre avec Gilles Véraud, qui est un charcutier pour moi extraordinaire. Ça passe par Alain Djeham, qui est un chef libanais qui est arrivé en France avec rien. Et aujourd'hui, il est en train d'essayer de se faire un nom et un prénom sur Paris. Ça passe par Mathias Giroux, qui est un mixologue extraordinaire aussi, qui voyage, qui fait le tour du monde et qui invente des cocktails extraordinaires. Voilà, tout ça, c'est un livre finalement qu'avec des belles rencontres. C'est pas un livre pour moi, c'est un livre pour continuer avec. Alors peut-être qu'il y aura un tome 2, parce que bien sûr j'ai plein d'amis qui m'ont dit ah mais moi je suis pas dans le livre. Je me suis dit oui, je pourrais pas faire un livre de 300 pages. Donc peut-être à Rungis, il y aura peut-être un Si Rungis c'était par Nicolas Salle. Ça pourrait être pas mal. Ça c'est bien, ça a de la gueule. Merci beaucoup Nicolas, merci vraiment pour ton temps. Et donc le livre est effectivement dans toutes les bonnes librairies. Merci à vous. Alors, la prochaine rencontre pour les arts décoratifs à la table sera le 5 décembre avec un historien qui va nous faire l'histoire du restaurant. Merci, bonne soirée.